Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir une place dans cet amphi bleu pour les keynotes. Combien pensez-vous qu'on peut réunir de personnes dans un élan de solidarité? Sur Litchi, en ce moment, alors que les cagnottes réunissent d'habitude quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, en ce moment, donc, nous avons une cagnotte en cours qui a déjà fédéré plus de 22 000 personnes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous intéresser à l'économie collaborative dans sa dimension humaniste et altruiste, en tant que consommateur, en tant que citoyen et éventuellement en tant que porteur de projet. Alors l'économie collaborative, moi, je baigne dedans depuis mon arrivée chez Litchi en 2010, et encore plus depuis qu'on a créé MangoPay en 2013, et une bonne partie des plateformes dont je vais vous parler sont des clients de MangoPay. Qu'est-ce que l'économie collaborative? Alors ça a une définition assez vaste qui adresse un certain nombre d'activités humaines de pair à pair, visant à créer de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail et d'échange. Le terme recouvre des réalités assez différentes. Ça peut être autant des projets associatifs et solidaires que des plateformes où la question, par exemple, de la précarisation des travailleurs se pose. Là, on pense à Deliveroo ou à Uber. Autant des initiatives avec une portée très locale, les jardins partagés typiquement, que très globales, les MOOC, les cours ouverts en ligne. On a des plateformes qui sont fondées sur le partage de connaissances avec Wikipédia, sur l'échange, typiquement l'échange d'appartements, le prêt, la location ou éventuellement le don. Certains systèmes sont de pair à pair, les communautés de voisins, le covoiturage, d'autres entre professionnels et particuliers, comme la ruche qui dit oui. Et je vais faire un focus sur la ruche qui dit oui, parce que parmi les places de marché où la mise en relation se fait entre des clients et des fournisseurs, comme Amazon Marketplace, Airbnb, Uber, il y en a peu qui placent leur rôle sociétal au centre de leurs préoccupations, comme la ruche qui dit oui. Le principe de la ruche, c'est de mettre en relation des producteurs et des artisans avec des acheteurs sur un modèle de circuit court. Comment ça fonctionne? Les utilisateurs deviennent membres d'une ruche à côté de chez eux. Cette ruche se fournit auprès de producteurs et artisans locaux, moins de 250 km. Elle organise des ventes régulières et les utilisateurs donc, vont acheter leurs produits en ligne et venir les rechercher à la vente. Les responsables des ruches sont principalement des particuliers, mais aussi, suivant la taille des ruches, des associations ou des entreprises. Et le modèle de rémunération est très intéressant parce que le producteur reçoit près de 85% du prix de vente, le reste étant partagé entre le responsable de la ruche et la plateforme. Et donc là, on est très loin des modèles de rémunération typiquement de la grande distribution. En 2017, en France, ça représentait 800 ruches réparties à peu près dans tout le territoire. Elles se fournissaient auprès d'environ 5 000 producteurs et comptaient 210 000 membres. Un des premiers projets emblématiques qui a utilisé le financement participatif, donc longtemps, très longtemps avant Internet et les réseaux sociaux, c'est la Statue de la Liberté. Le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de collecte de fonds qui est opérée depuis une plateforme en ligne et qui permet à un ensemble de contributeurs de décider de financer un projet identifié. Or, la Statue de la Liberté, c'est un don non pas de la France aux États-Unis, mais du peuple français au peuple américain. Alors, les Français se sont chargés du financement de la statue elle-même. Et le comité organisateur a fait pour ça des dîners de gala, des loteries, de la vente de souvenirs également, mais a reçu aussi beaucoup de dons de communes, d'entreprises et même de particuliers. Du côté des États-Unis, les États-Unis étaient censés financer le socle, et ce financement a été assez compliqué
parce que les entreprises et les milliardaires américains sollicités y montraient assez peu d'enthousiasme, jusqu'à ce que Joseph Pulitzer, celui du prix Pulitzer, fasse un appel à dons dans son journal, et là, a récolté des fonds auprès de plus de 100 000 personnes, principalement aux revenus modestes. Alors, comme souvent dans les projets de crowdfunding, la statue a été livrée avec un tout petit peu de retard, puisqu'elle était censée être inaugurée pour le 4 juillet 1876, donc pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis, et qu'elle a finalement été livrée en octobre 1886, soit près de 10 ans après. Si je passe au XXe siècle maintenant, et au début d'Internet, les premiers à avoir fait une collecte de crowdfunding un peu d'importance, c'est le groupe Marillion. En 1995, ils se sont séparés de leur maison de disques qui était EMI, et ils sont passés pour faire leurs albums par des labels indépendants. Et là, financièrement, ça ne s'est pas très bien passé, jusqu'à ce qu'en 1997, ils annoncent à leur mailing list de fans qu'avec regret, ils ne pourraient pas financer une tournée aux États-Unis après la sortie de leur album. Et là, il y a un fan qui a proposé en fait, de récolter des fonds sur son propre compte en banque auprès des autres fans. Et il a récolté 60 000 $ comme ça. Et le groupe a financé sa tournée. Et ils ont même réutilisé le crowdfunding en fait, pour lancer plusieurs disques ensuite. Et ça leur a même permis de garder les droits sur leurs albums. L'essor du financement participatif date en fait plutôt de 2008 et de la crise financière, à un moment où justement il était assez difficile pour des projets de trouver des fonds auprès des acteurs bancaires traditionnels. Alors on a plusieurs types de financement, le don ou le don avec contrepartie, le prêt ou le capital. En 2017, en France, ça représente tout de même 340 millions d'euros. C'est près de 50% de plus que l'année précédente. Et ces financements ont été autant à des projets économiques, culturels ou sociaux. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors, normalement, quand je vous dis crowdfunding, vous pensez à Kickstarter, vous pensez à des projets qui ont récolté des millions de dollars, à des objets connectés qui ont été financés comme ça, donc l'Oculus Rift, le Pebble. Vous pensez peut-être même à des projets avec un succès un petit peu improbable comme la Potato Salad. Et après, vous évoquez peut-être aussi l'emballement, la bulle spéculative, même certainement, autour des ICO. Donc une ICO, c'est une Initial Coin Offering. C'est un achat de parts de société en crypto-monnaie qui est ouvert à tout le monde. Et ce qu'on voit avec ces différents exemples, c'est le crowdfunding, c'est parfait en fait pour tester l'intérêt du public pour un produit. En France, le projet emblématique qui a trouvé son public comme ça, c'est Noob, le film. Donc Noob, c'est une web-série de niche qui a été créée en 2008 et qui est diffusée sur la chaîne No Life. Et en 2013, ses créateurs décident de faire une campagne de crowdfunding pour financer un film. Ils espèrent récolter 35 000 € sur la plateforme Ulule. Et alors là, ça dépasse un tout petit peu leurs espérances parce que les 35 000 €, ils les récoltent en 15 heures. Au final, ils atteignent la somme de près de 700 000 €. Et du coup, au lieu de faire un film, ils ont fait une trilogie. Et ils ont même réitéré l'expérience en 2017 en finançant de la même manière un jeu vidéo qui a, pareil, eu un succès assez impressionnant. Un autre projet culturel, alors certes beaucoup plus confidentiel, mais que personnellement j'aime beaucoup et auquel j'ai participé, et qui a aussi été financé sur Ulule, c'est le livre « Comme un million de papillons noirs ». C'est un livre jeunesse, et c'est l'histoire d'une petite fille noire qui apprend à aimer ses cheveux crépus malgré les moqueries de ses camarades. Et là, c'est assez intéressant ce que le financement participatif permet, puisque ça permet de diffuser plus largement un ouvrage qui propose des représentations d'enfants beaucoup plus diverses que ce que va proposer la littérature jeunesse proposée par les maisons d'édition traditionnelles. Un autre secteur qui se tourne régulièrement vers le crowdfunding, c'est le journalisme. Alors déjà, les journalistes font régulièrement appel à dons pour financer des reportages, des documentaires, des enquêtes, etc.
Et il y a un média qui s'est beaucoup appuyé sur le crowdfunding pour sa propre existence, c'est le site d'information Les Jours. Donc Les Jours, c'est un site d'information en ligne fondé par d'anciens de Libération sur un modèle payant et sans publicité. Donc, avant de se lancer, en 2015, ils ont fait un appel à dons sur KissKissBankBank et offert des préabonnements. Et même ensuite, après leur lancement, ils ont ouvert une partie de leur capital sur Anaxago. Et ce qu'ils expliquent, c'est que le fait d'avoir plus d'actionnaires et des actionnaires particuliers, c'est un moyen pour eux de garantir leur indépendance. Un autre secteur qui profite du financement participatif et où effectivement on a l'opportunité de soutenir beaucoup l'économie réelle et le tissu économique local, c'est l'économie. Ça représente tout de même près de 75% des projets de crowdfunding en France, donc c'est pas négligeable. Alors on a tout type de financement, ça va de l'agriculteur par exemple qui finance sa conversion en bio et qui va offrir un panier de légumes typiquement en contrepartie à ses donateurs. Le boulanger qui sollicite un prêt auprès de particuliers. On a aussi pas mal de créations d'entreprises, de PME qui investissent dans du matériel et beaucoup de projets qui tournent autour du Made in France. Un exemple typique, c'est l'atelier de la Venise du Nord qui a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Et en fait, leur projet, c'est de vendre des jeans fabriqués en France. Et alors, en France, à Pont-de-Mer, en Normandie. Et ça a même permis à une usine de confection locale de relocaliser une ligne de production en France. On a aussi des projets avec plus d'envergure qui vont chercher des capitaux, par exemple dans la recherche médicale ou dans la transition énergétique, avec par exemple des financements pour ouvrir des parcs éoliens ou solaires. Pour les entreprises, c'est un moyen de fidéliser autour d'elles une communauté de clients et de soutien. Et pour les donateurs, s'ils trouvent un intérêt particulier au projet, ils ont le pouvoir de lui mettre le pied à l'étrier. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on donne l'opportunité aux gens de montrer leur soutien, ils vont s'engouffrer dans cette possibilité. Sur Litchi, on l'a ressenti très fort après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, puisque quelques jours après, un internaute a créé une cagnotte en soutien aux victimes, et il a récolté en quelques jours 160 000 € auprès de 5 000 donateurs. Et assez souvent maintenant, quand on a un événement d'actualité qui touche les gens, on a une cagnotte qui est créée en réaction. Au-delà effectivement de cette émotion pour l'actualité, on a aussi beaucoup de solidarité autour d'assez beaux projets, un peu sous une forme de mécénat. La personne que vous voyez sur la photo là, il s'appelle Romain Guérino, c'est un ancien pompier professionnel qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de ski. Et son projet, c'est de participer aux Jeux Olympiques en 2020. Pour ça, il a besoin d'un fauteuil sur mesure. Alors, il a été chercher des financements pour son fauteuil auprès d'entreprises, mais sans beaucoup de succès, jusqu'à ce que des amis à lui proposent justement de créer une cagnotte sur Litchi. Il a financé son fauteuil comme ça, et actuellement, il s'entraîne pour les JO. Et donc, les campagnes de financement participatif touchent en premier, effectivement, la famille et les amis, mais même au-delà, de parfaits inconnus qui décident de soutenir et de donner leur confiance aux porteurs du projet. Alors, c'est le cas de la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure avec ses 22 000 donateurs. Figurez-vous que c'est une cagnotte qui a été créée en soutien aux cheminots grévistes. Elle atteint aujourd'hui 800 000 €. Alors, la question, évidemment, ce n'est pas le soutien ou non à la grève. Mais moi, ce qui me touche assez personnellement, c'est qu'on a une personne, qui d'ailleurs n'est pas un cheminot, qui propose à d'autres personnes de s'unir à lui, en fait, pour soutenir une cause, et qui fédère autant de monde autour de cette cause commune. Et l'économie collaborative, c'est ça, c'est vraiment l'économie collaborative dans ce qu'elle a de meilleur. C'est-à-dire, en fait, une formidable occasion de se regrouper autour de valeurs communes et, en se fédérant,
de démultiplier les pouvoirs d'action individuels dans des projets très tangibles dont on peut suivre les progrès et l'aboutissement. Et en fait, on retrouvait déjà toutes ces motivations dans le financement de la Statue de la Liberté. Donc si ça vous intéresse, en rentrant chez vous, vous pouvez prendre votre moteur de recherche préféré et vous cherchez crowdfunding et une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être la recherche sur une maladie rare, ça peut être aussi, par exemple, l'apprentissage du code pour les enfants. Et je suis sûre que vous allez trouver des projets où vous pourrez vous rendre utile. Je vous remercie.